Ça peut paraître un parcours finalement assez cohérent, mais ça a été plutôt à chaque fois des opportunités. Travailler quand même dans une des plus grandes maisons de luxe françaises, je pense que c'était dingue. En tout cas, à mon échelle, je ne m'étais pas dit que je rentrerais un jour dans ce genre d'équipe. En fait, de pouvoir créer quelque chose et pouvoir en fait créer des lieux par rapport à du coup des problématiques ou des cibles différentes. Je me suis sentie à ma place. Et c'est ça notre conviction, de se dire qu'on doit nous créer des lieux qui sont pas que beaux, esthétiques, mais également fonctionnels. Et en fait qui fonctionnent aussi par rapport à des gens qui vont utiliser ce lieu et qui vont en plus, d'où le nom La Belle Expérience, avoir une vraie expérience à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui vont en ressortir, il faut qu'ils se disent c'est dingue ce que j'ai fait à l'intérieur, même les gens que j'ai rencontrés là-bas. Voilà, toute cette synergie, je pense que c'était là-dedans. On était un peu convaincus de tout ça avec Audrey. Ça a eu un impact énorme, en fait, cette rencontre dans ma vision, en tout cas, sur le business. On nous a toujours demandé, mais comment vous arrivez à créer une boîte en étant autant amis, quoi. Et en fait, se dire que non, c'est possible et que, en fait, pour moi, c'est la suite logique d'une aventure. Tu crées ça à plusieurs, en équipe et avec des gens qui t'inspirent. Et ouais, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir créé La Belle Expérience avec Audrey. Cet épisode est produit et réalisé par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. On accompagne des entreprises, des marques et des créateurs à créer et à développer leurs podcasts en audio et en vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur têtedetigre.com. On intégrera également le lien en description. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Sophie Darrière, qui est la cofondatrice de La Belle Expérience. La Belle Expérience, ce sont des créateurs de lieux expérientiels pour marques audacieuses. On aura l'occasion d'en discuter dans cet échange. En tout cas, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt toi qui m'accueille d'ailleurs. Mais en tout cas, très heureux de t'avoir dans le podcast. Salut Sophie. François, ravi d'être là et merci pour cette invitation. Cette rencontre, elle n'arrive pas de nulle part. C'est Chrysoline de Gatine de Balzac Paris, avec qui vous avez travaillé, notamment sur la boutique, mais aussi sur les locaux de Balzac, qui m'a recommandé ton nom à la fin de l'épisode qu'on a fait ensemble. Du coup, ma curiosité m'a poussé à aller voir ce que vous faisiez et ça m'a directement intéressé. On a fait juste les bureaux, pas la boutique. Ah, ok. J'avais pas toutes les infos alors. En tout cas, les bureaux sont magnifiques. On a fait le podcast dans une petite salle très mignonne et en tout cas, c'était très cool. Ma première question, à chaque fois sur chacun de mes épisodes, je m'intéresse à ce qu'on aille un peu plus loin. La première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Mon environnement. Alors j'ai grandi à Bordeaux avec des parents et un frère, on va dire. Personne n'était dans l'art, l'architecture, le design. Donc moi, je me demande toujours un peu qu'est-ce qui m'a poussée à moi aller du coup dans cet environnement. En tout cas, je pense que j'ai une famille poussée par l'entrepreneuriat, c'est sûr. J'ai un père qui a monté des boîtes, qui est passionné par la structuration des boîtes, leur BP, leur business plan. On se marre souvent à l'appeler monsieursociété.com. Et ma mère et mon frère, je pense, à leur façon aussi, sont tous les deux avocats, donc je pense que c'est aussi un vrai métier d'entrepreneuriat, entrepreneuriat dans la façon de gérer en fait son quotidien. Donc non, je pense que le pilier c'est ça. Beaucoup de je sais pas, une formation, on te dit qu'en fait tout est possible, faut pas avoir peur à l'échec, rien n'est fait par magie. Donc en fait, on va dire un environnement très propice, en tout cas, à créer sa structure, son entreprise, et à se dire que en fait, il faut qu'on se fasse confiance. Donc tu grandis dans un écosystème très entrepreneurial, très entreprenant, on va dire. Exactement. Ensuite, tu fais des études dans l'architecture et notamment le design, alors architecture d'intérieur et design industriel. Exactement. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que tu vis tes études ? Alors mes études, non, moi je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui marchait à l'instinct. Je pouvais pas te dire, je sais pas, quand j'avais 5 ans, je serais architecte d'intérieur, designer. Je pense que ça a été des rencontres, des moments de vie, mais je pense qu'à l'école j'étais quelqu'un de
pas, assez simple. Voilà, ça allait toujours bien. Et en fait, j'ai eu, je pense, la chance d'avoir un an d'avance. Je pense que ça a été assez déterminant, avec justement des parents qui m'ont dit fais ce que tu veux, en fait, après le bac. Voilà, et pas peur de te planter. T'as un an devant toi. Fais ce que tu veux. Donc, en gros, je me suis lancée dans des études artistiques, on va dire, autour de l'art. Et par contre, assez rapidement, on m'a dit, OK, tu veux faire du coup des études artistiques, faut que tu ailles du coup dans les meilleures écoles. Donc je pense que tout a commencé un peu avec un défi déjà de partir de Bordeaux, du coup à 17 ans, et du coup d'arriver à Paris. Après, en fait, aussi le défi d'intégrer du coup Camondo, qui était une école pour moi assez prestigieuse au niveau de l'architecture d'intérieur et du design. Défi, je pense après dans mes études de continuer et d'aller du coup à Milan. Du coup, j'ai fait un master à la Domus Academy, donc un master de design industriel, où je sais pas trop pourquoi, mais en fait j'étais quand même persuadée que c'était là où tout ça se passait, au niveau de l'Italie, au niveau du design, des entreprises. L'opportunité après, du coup pendant mes études, de gagner un concours et du coup d'intégrer la plus grande maison de luxe française, donc Louis Vuitton, donc où j'y ai passé plus de 6 ans. Et après, encore une fois, dans mes études, voilà, une rencontre, bien évidemment, une de mes meilleures amies, et de me dire j'ai envie d'avoir un projet entrepreneurial et du coup de créer ma structure avec tout ce que ça peut, on va en parler par la suite, mais voilà, encore une fois, une rencontre, beaucoup d'humains, et la conviction de se faire confiance. Donc ça peut paraître un parcours finalement assez cohérent, mais ça a été plutôt à chaque fois des opportunités, l'opportunité de me laisser la chance de me dire vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Et aujourd'hui, en fait, je me dis que j'ai jamais regretté en fait mon cursus, alors que je savais pas trop où j'allais. Camondo, je pense que ça a été des études passionnantes, où je pense que j'ai un peu une révélation. Je pense que c'est hyper important de suivre son instinct et de te dire que je savais pas trop ce que j'allais faire quand je suis rentrée à Camondo, parce qu'en fait tu peux faire énormément de choses en fait dans ces genres d'études artistiques, mais j'ai rencontré des gens de dingue, et d'ailleurs pas mal de gens aujourd'hui chez La Belle Expérience viennent de Camondo. Je pense que c'est des études hyper ouverte. Enfin, je veux dire, on t'apprend le dessin, la photo, le graphisme. On t'apprend. Il y a eu du coup, comme je disais, j'ai grâce à cette école eu l'opportunité de du coup travailler pour des grosses entreprises comme Louis Vuitton. Donc j'ai gagné ce stage. Au début, je pensais que j'avais gagné un sac, mais non, j'ai gagné un stage. Et du coup, c'est ça. Et j'ai débarqué en fait dans un univers de dingue, dans une team unique, où en gros ça s'appelait des nouveaux concepts. Et je pense que ça c'est hyper marquant en tout cas dans ma parcours professionnel. En gros c'était on sortait des projets de dingue toutes les semaines, qui changeaient du coup de l'ordinaire. C'était du coup, comme son nom l'indiquait, nouveau concept. Donc on travaillait sur le lancement du nouveau parfum Louis Vuitton. On travaillait sur à l'époque, parce que c'était il y a plus de 15 ans. Donc c'était le début des pop-up stores, des boutiques éphémères. On testait des nouveaux quartiers au bout du monde. Donc j'ai beaucoup voyagé. Je pense que j'ai beaucoup été challengée. C'était du coup une équipe hyper. J'avais une mentor. Je pense que je peux vraiment le dire comme ça, Nathalie Frémont, qui aujourd'hui dirige tout le département, le département architecture de Louis Vuitton, qui m'a poussée au-delà de mes limites. Mais en tout cas, j'ai voyagé un truc de dingue partout dans le monde. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui aussi m'ont fait confiance, parce que j'étais toute jeune. Je pense que j'avais 22 ans, 23 ans, que je partais déjà en 5 jours faire le tour de Hong Kong, Singapour, New York, à ouvrir des concepts, on va dire, novateurs. Donc ça m'a donné en tout cas le goût au travail, ça c'est clair. Travailler quand même dans une des plus grandes maisons de luxe françaises, je pense que c'était dingue. En tout cas à mon échelle, je m'étais pas dit que je rentrerais un jour dans ce genre d'équipe. Donc ça a beaucoup, ça m'a beaucoup marqué. Et après, tout simplement, je pense que j'allais bientôt avoir 30 ans. Alors c'est peut-être bête, mais voilà, je m'étais toujours dit qu'avant d'être maman et avant mes 30 ans, j'avais envie d'essayer quelque chose de différent. Et je pense qu'encore une fois, sans trop savoir où on allait, on s'était toujours dit avec Audrey, du coup une de mes meilleures amies du lycée, qu'on montrait un truc ensemble. Je pense que j'aurais pu monter n'importe quoi, mais c'était vraiment plutôt l'aventure entrepreneuriale de créer un truc entre potes, de se dépasser et de se laisser la chance en fait d'entreprendre. Donc on a monté La Belle Expérience. Il y a eu plein d'étapes avant ça. On aura évidemment l'occasion de retracer tout ça.
J'aimerais revenir un peu sur ton parcours. À quel moment est-ce que tu t'es véritablement intéressé à l'architecture? Et qu'est-ce qui a créé cet intérêt? Je sais que, évidemment, ça a grandi au fil des années, au fil de tes expériences, etc. Mais à quel moment tu t'es dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui m'intéresse? Je pense que ça a été vraiment pendant mes études où on avait la chance en fait de pouvoir collaborer avec des grands groupes, que ça soit du coup, je te citais bien évidemment Louis Vuitton, on bossait pour L'Oréal, on bossait pour Jardiland, et en fait c'était dingue. Et c'est là où je pense que pour quelqu'un qui, comme moi, j'ai un profil très artistique, mais à la fois très business et très entrepreneur, en fait je trouvais que ça combinait tout ce que j'aimais, c'est-à-dire que c'était très concret, très pragmatique. On avait à chaque fois, je sais pas, réinventer le salon de coiffure de demain, c'était créer un mobilier pour les balcons. Et en fait, il y avait déjà cette époque-là, je pense, j'avais un vrai intérêt pour des structures avec du coup des vrais business derrière ça. Et je pense pour moi d'être du côté artistique et en fait de pouvoir créer quelque chose et pouvoir en fait créer des lieux par rapport à du coup des problématiques ou des cibles différentes, je me suis tout de suite en fait je sais pas, je me suis sentie à ma place et je pense que c'est hyper important. Voilà, après l'architecture, je pense que j'ai comme je parlais beaucoup de mon père qui avait une boîte d'importation de bois, qui a toujours rêvé d'être architecte. Je pense que je l'ai quand même beaucoup entendu et je pense que j'ai eu de la chance d'être dans un environnement où je sais pas, il y avait toujours des magazines d'art, de déco, d'archi qui traînaient à la maison et je pense que j'ai trouvé un peu moi une fenêtre là-dedans et en me disant que j'avais en tout cas, si je pouvais me donner les moyens de travailler dans un métier dans lequel en fait je m'épanouissais, c'était la clé. Et puis en fait après, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont inspirée, des rencontres qui ont fait qu'en fait j'en suis là aujourd'hui. Donc j'ai pas une réponse précise de pourquoi l'architecture. Elle est parfaite. mais je pense que c'est en tout cas je me suis quand tu t'as toujours même pendant l'école, j'étais quelqu'un avec pas sans problème, mais en tout cas, je me sentais pas non plus tout le temps à ma place. Et je pense que quand t'as une révélation, et j'ai commencé qu'à mon dos, et je me suis dit, ça c'est fait pour moi. Après, c'est compliqué ces métiers-là aussi, parce qu'en fait, on te dit toujours, tu vas être artiste, tu vas être créa. Et en gros, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un manque, je pense, d'expliquer tout ce qu'on peut faire en fait avec ce genre d'études et je pense qu'aujourd'hui pour moi c'est hallucinant et je pense que c'est des métiers où tu peux faire même dans l'architecture en fait t'as tellement de verticales que tu peux prendre et je trouve qu'aujourd'hui d'autant plus dans tous des business que je peux rencontrer des fondateurs, je pense que la puissance d'un lieu en fait elle est tellement fatale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux tout faire en ligne, tu peux acheter en ligne, tu peux aller en boutique, mais en fait la puissance d'un lieu, que ça soit pour les marques, tous les types de marques avec lesquelles on collabore, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est là où tu crées des rencontres, tu crées des émotions, tu crées des synergies et je pense que j'en suis convaincue et hyper fière d'avoir suivi mes convictions et d'avoir eu la chance aussi de créer du coup une boîte là-dedans. Ouais, de toute façon, que ce soit dans l'art, l'architecture et l'entrepreneuriat, il n'y a pas de limite. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tous les champs des possibles sont ouverts. Toi, avant d'entreprendre, effectivement, tu as cette expérience marquante chez Louis Vuitton, où effectivement tu arrives en tant que stagiaire, puis ensuite en tant que salarié. Qu'est-ce que ça t'a apporté, même si tu nous en as parlé assez rapidement? Donc tu étais project architect, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement cette expérience pour la suite de ton aventure? C'était méga enrichissant déjà quand t'as 22 ans et que tu débarques en fait en étant architecte d'intérieur dans ce type de maison. Déjà, en fait, avant ça, je me disais, mais en fait, tu fais quoi concrètement là-dedans? Bien évidemment, il y a des magasins Louis Vuitton, mais en fait, on n'imagine pas du tout à 22 ans, en fait, la grandeur et le pouvoir, en fait, d'une entreprise pareille. Donc déjà, ça t'apprend, en fait, l'exigence, parce que, effectivement, t'arrives dans des départements méga transverses, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque projet, on travaille avec le marketing, avec les achats, avec le juridique, avec le merchandising, plein de noms où, effectivement, à 22 ans, ça te paraît assez flou. J'ai eu la chance d'avoir eu une directrice qui m'a vraiment fait confiance dès le début. Donc en fait, au bout de 6 mois, j'aurais des pop-up stores, comme je te disais, en fait, au bout du monde. Donc non, ça a pu, je pense, ça m'a appris à dépasser mes limites, à être méga créatif aussi, parce qu'en fait, je pense aujourd'hui, je m'en rends bien compte, une chance
incroyable d'intégrer en fait, comme ce nom l'indique, quoi, les nouveaux concepts. Enfin, on était là en fait chaque semaine. Il fallait que tu imagines le nouveau concept autour, je sais pas moi, Bernard Arnault achetait un hôtel à Courchevel et en fait on avait 6 mois pour créer une expérience autour de la vente, mais on devait recréer tout un chalet en fait à Courchevel. J'ai travaillé sur des nouveaux concepts comme des galeries, comme effectivement, comme je disais, le lancement du parfum, où j'étais avec des gens déjà qui étaient exceptionnels à tout niveau. J'ai aussi rencontré mes collègues qui sont devenus d'ailleurs des très bons amis, hein, parce qu'en fait, tu bosses à fond, hein, tu bosses beaucoup, mais je pense tous, passionnés. Enfin, tu rencontres des gens qui sont passionnés dans ce genre d'entreprise. Donc non, ça m'a beaucoup apporté, même au niveau de la confiance, hein, parce qu'effectivement, quand tu débarques et que du jour au lendemain, en fait, on te donne autant de responsabilités, je pense que c'est hyper impactant dans ta carrière. Voilà, donc franchement, j'en garde un souvenir incroyable, hyper. Non, aussi, j'ai eu beaucoup de chance qu'on me donne cette opportunité, hein, surtout aussi jeune. Hein. Je pense qu'en fait, quand je dis 22 ans, 23 ans, ça me paraît dingue. Au final, tout ce que j'ai pu faire à ce moment-là, ça t'apprend la rigueur, ça t'apprend aussi le côté humain, le travail en équipe. Je pense que en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu cette expérience avant de monter mon business, parce que je pense qu'en ayant vécu en fait quand même autant de stress, autant de challenges, et d'avoir travaillé sur autant de projets divers dans autant de pays divers, ça te donne quand même une vraie vision du business. Et du coup, je pense que ça m'a donné beaucoup de bagages pour en fait commencer après ma propre aventure entrepreneuriale. Et donc, après tout ça, tu décides de te lancer en 2015 avec ton associé Audrey. Comment est-ce que ça vous vient l'idée de justement se dire ok, on a nos expertises communes, on va créer justement La Belle Expérience, qui ne s'appelait pas La Belle Expérience, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Est-ce que tu peux me parler justement de cette genèse de ce projet, de l'idée à la concrétisation? Carrément. Ce qui est clair, un peu comme je raconte un peu depuis le début, mais c'est avant tout des rencontres. Hein, et Audrey, je pense que j'étais hyper admiratif par son cursus. C'est-à-dire que c'était vraiment pour nous, c'était un peu le match parfait, quoi. C'est-à-dire que du coup, comme moi j'avais du coup un profil créa, artistique, bagage Louis Vuitton, du coup derrière moi, et Audrey, elle avait vraiment un profil hyper complémentaire, très business. Du coup, elle avait fait Sciences Po, elle a fait l'ESSEC, elle était du coup chez Bain en conseil, et après elle avait quand même travaillé à la BPI, chez AXA. Donc on avait à nous deux, je pense, quand même une vraie vision quand même des entreprises, ce qu'on aimait, ce qu'on aimerait faire différemment, pourquoi aussi on avait la conviction qu'on avait envie de monter en fait notre business toutes les deux. Et finalement, dans le thème de pourquoi en fait on a monté donc pour commencer le Pop Corner, c'était qu'effectivement moi j'étais persuadée de l'expérience physique du coup que pouvaient amener en fait des marques comme Louis Vuitton. Enfin, qu'est-ce qu'on pouvait changer en fait dans la façon de consommer. Et Audrey, elle accompagnait beaucoup du coup d'entrepreneurs dans leur stratégie en fait de déploiement, dans leur stratégie de leur business plan. Donc on s'est dit en fait il faut que du coup qu'on se mette ensemble pour accompagner les marques à s'implanter dans leur physique. Et en gros, au début, on a commencé en se disant, on lance du coup le Pop Corner. Donc, comme le nom l'indique, c'était on voulait du coup travailler du coup, développer l'univers des pop-up et des corners pour des marques qui n'étaient pas forcément des marques de luxe, donc des marques digitales, où on était persuadé qu'en fait, on a commencé d'ailleurs avec ça, une marque comme par exemple Brocante Lab, qui aujourd'hui c'est Lency, avait envie du coup de vendre du coup en ligne des mobiliers vintage de seconde main, et on s'est dit mais pour ça, en fait, aujourd'hui les gens ont besoin quand même de voir le concept, de pouvoir, je sais pas, même voir les meubles en vrai. Et en gros, c'était comment d'une marque qui s'était que sur le web, comment en fait on lui crée en fait son expérience physique du coup dans des lieux. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça c'est un peu, je pense, la première étape en fait de voilà, comme tu dis, en 2015 on était deux, on était à fond, je sais pas, on avait envie on était hyper stimulés, même on avait dû hyper rapidement en fait des clients qui nous ont fait confiance par rapport je pense à notre réseau propre.
Après, je pense qu'il y a eu du coup 2017-2019. Ouais, je dirais que c'était un peu la deuxième étape. Ça a été la belle expérience. Déjà, on a changé de nom parce qu'en fait, on changeait un peu de dimension. Je pense à ce moment-là, on s'est dit qu'on avait vraiment trouvé un peu notre business plan. On a recruté une vingtaine de personnes. Donc, tu passes un peu de la start-up à deux dans ton bureau en disant en fait là, ouais, ça commence à ressembler potentiellement à une petite entreprise. On faisait que des pop-up, des corners. Là, on commençait à faire, 5-6 typologies de lieux. Donc, on faisait des pop-up, on est passé à des boutiques permanentes, Les clients avec qui on travaillait, il y a eu un effet assez domino, assez dingue. On a commencé à faire leurs bureaux. Des bureaux, on était convaincus avec Audrey que, en fait, on parlait pas de bureaux, mais de tiers-lieux, donc des lieux de vie. Typiquement comme ici, ResLab, où on fait le podcast, quoi. Des lieux où, en fait, tu travailles, tu te restaures, en même temps, tu te divertis, tu crées des synergies entre les gens. Et en fait, je pense en 2017, on a signé le MoHo, qui est justement un gros tiers-lieu à Caen, en Normandie, 7500 mètres carrés, en se disant, oh my god, comment on va faire? Mais on s'est dit, en fait, c'est des lieux où on avait encore une fois cette conviction de se dire que c'était sur des lieux comme ça qu'on voulait bosser, des lieux de demain, avec typiquement MoHo, avec un gros impact aussi sociétal autour de l'environnement, et de se dire, en fait, c'est exactement ce qui nous plaît avec Audrey. Ça a mêlé du business, des problématiques, des cibles, des grands groupes, des entreprises qui allaient bosser ensemble. Il y avait besoin d'avoir un vrai concept hyper fort derrière. C'est des lieux aussi avec un énorme enjeu de BP, quoi. C'est des lieux qui doivent fonctionner le jour, la nuit, des lieux avec des universités, des grands groupes, des startups. Enfin, il se passe tellement de trucs dans ces lieux qu'on s'est dit, en fait, je pense que c'est ça notre conviction, de se dire qu'on doit nous créer des lieux qui sont pas que beaux, esthétiques, mais également fonctionnels, et en fait qui fonctionnent aussi par rapport à des gens qui vont utiliser ce lieu et qui vont en plus, d'où le nom La Belle Expérience, avoir une vraie expérience à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui vont en ressortir, il faut qu'ils se disent, c'est dingue ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est dingue en fait, même les gens que j'ai rencontrés là-bas, toute cette synergie, je pense que c'était là-dedans, on était un peu convaincus de tout ça avec Audrey. Donc là on est en 2019, on a 2020. 2020, 2021, le Covid, je pense que hyper impacté, on est une marque qui crée des lieux, donc heureusement on avait quand même beaucoup de projets en cours, à des phases un peu différentes, parce que nous on fait du concept, mais on fait également toute la partie de fidélisation, donc on avait des projets qui s'arrêtaient, mais on avait beaucoup d'entrepreneurs qui créent aussi des nouveaux concepts par rapport aussi à des problématiques autour de la crise. Donc en fait on a eu des clients, ça a été compliqué, on a eu des nouveaux clients hyper émergents dans une situation aujourd'hui comme YouSign, donc les signatures électroniques, on a fait leur bureau, Balzac, je pense typiquement Chrysoline, des gens convaincus, je pense avant cette crise qu'il fallait du coup des modes durables et des modes responsables. Et en fait, je pense que des crises comme ça ont pointé en fait certaines problématiques ou certaines problématiques d'économie. Et du coup, nous, on a vraiment vu en fait des clients ou des entrepreneurs vraiment sortir du lot en fait dans ce type de crise. Donc c'est 2020, 2021, du coup le chaos total, donc mon associé qui tombe malade, donc en fait perso pro, moi j'allais accoucher de mon deuxième enfant, enfin tout ce qu'on peut imaginer d'entrepreneuriat qui à un moment donné t'es dans tous les sens, donc Audrey qui comme je disais qui tombe malade, je pense à un vrai moment en fait de rage, de trucs, de dire c'est pas possible à 35 ans, tu penses à tout quand tu montes une boîte, tu penses à tout quand tu montes quelque chose avec une de tes meilleures amies, mais jamais tu penses être touché comme ça en plein fouet d'un moment aussi tragique que ce qu'on a vécu. 2022, tu te dis que on survit à ce qui s'est passé, c'est le départ d'Audrey. Tu t'entoures encore une fois de gens de dingue. Heureusement que l'humain est là dans des moments comme ça, parce que tu peux monter le meilleur des business, être en pleine croissance. En fait, si t'es pas entouré, si t'as pas la bonne équipe, en fait, quand tout va bien, ça va. Et en fait, quand je pense que tu touches le fond, tu te rends compte que, que c'est important de se lever le matin, d'être convaincu de pourquoi tu le fais, d'être convaincu de t'être entouré des bonnes personnes. Moi, d'être convaincu d'avoir fait le bon choix de m'être associée avec une personne aussi exceptionnelle qu'Audrey. Et du coup, 2023, tu te relèves, après tout ça, t'es toujours avec les mêmes personnes, donc ça, hyper important. T'as un peu une rage aussi de survivre, je pense, de te dire que on a, je pense, tout vécu. On fait un chiffre d'affaires qui double celui de 2019, donc on se dit qu'on y arrive. Un parcours quand même assez
Tu m'as très bien résumé tout ce qui s'est passé sur les 8 dernières années. Ouais, exactement. J'aimerais revenir sur certains points. Et notamment au tout début, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes lancé sur une niche, les pop-up et les corners, ce qui était très précurseur, je pense, à ce moment-là, pour ensuite justement vous ouvrir à d'autres typologies de lieux et en vous rendant compte aussi du potentiel de ce qu'on peut faire avec un lieu finalement. Comment ça s'est passé ce tout début? Et est-ce que potentiellement tu peux me raconter ce tout premier projet que vous avez accompagné? Est-ce que potentiellement c'est marquant dans l'histoire? Je pense qu'il y avait aussi une idée, on était 2 quand on a lancé ça, donc je pense qu'en fait, de manière hyper pragmatique, les pop-up permettaient en fait de faire un événement assez court, assez impactant et qui, je pense, permettait en fait de, déjà à cette échelle-là, pouvoir un peu exprimer nos convictions. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quelle marque aujourd'hui a la possibilité en fait de s'exprimer dans le physique. Ça nous permettait déjà en fait d'avoir une approche très business aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pop-up, on le fait pas pour le plaisir. En fait, derrière, il y a des énormes enjeux. Il y avait des énormes enjeux en fait de rencontrer sa communauté, un énorme enjeu aussi pour beaucoup de marques qu'on a accompagnées avaient pas les moyens en fait d'aller finalement dès le début ouvrir en fait un vrai lieu de vente. Enfin aujourd'hui une boutique c'est énormément de frais, donc en fait il faut que déjà ton business plan en fait tienne la route. Il y avait je pense aussi un vrai enjeu en fait à cette échelle-là aussi de nous en fait comprendre notre business et jusqu'où on pouvait accompagner les marques. Et on s'est vite rendu compte aussi que en fait si t'étais convaincu de là où tu voulais amener en fait tes clients, on pouvait te faire énormément confiance. Aujourd'hui, en fait, on a des marques qu'on a accompagnées sur des pop-up, ça fait je sais pas 6 ans qu'on les suit, et je pense que pour moi, de la même manière où je me suis construite en fait en ayant rencontré des gens qui m'ont fait grandir, je pense que pour nous avec Audrey, c'est ça le plus important, d'accompagner en fait des personnes qui nous touchaient, qui étaient convaincues de leur business en fait dans finalement aussi une expertise qu'on avait, puisque du coup, effectivement, comme je te le disais, chez Louis Vuitton, j'ai énormément ouvert de boutiques, de pop-up éphémères. Donc, en fait, c'était de se dire... on a commencé par ça, c'est une évidence en fait, de se dire on avait des potes, on avait des gens, on nous mettait en relation qui, comme je dis, donc je parlais de Brocante Lab, je parlais à l'époque de Smallable. Je pense que Smallable c'est un concept store pour enfants où en fait pareil, ils avaient énormément d'enjeux d'ouvrir leur premier point de vente. Au My Cream, je m'en souviens à l'époque, c'était hyper innovant. Enfin, c'était de créer un concept store autour de la beauté, encore une fois de la beauté durable, avec du coup d'avoir dans un endroit en fait des marques niches. Et en fait, ce qu'on adorait, je pense avec Audrey, c'était à chaque fois on rencontrait des gens avec des milliards d'idées, avec beaucoup de projets, et en fait qui nous faisaient confiance pour dans la première fois dans le physique en fait mettre en fait en place leur business et comme je te disais en fait un peu de parce que sur le digital en fait tu rencontres pas tes clients, t'es un peu derrière un écran, et je pense qu'en fait tous ces gens-là avaient à un moment donné le besoin de se dire ok, est-ce que mon business en fait il marche vraiment, je reçois des gens qui veulent qu'on se rencontre, donc il y avait un côté très humain aussi là-dedans. Donc c'est franchement comme ça qu'on a commencé, et après changer de dimension, c'était un peu pas la force des choses en fait, où un client, un pop-up nous dit est-ce que vous pouvez faire ma boutique, d'une boutique mes bureaux, mais ça s'est, je trouve, fait de manière finalement assez saine en fait, si je peux dire ça. C'est-à-dire que avec Audrey, on a toujours une façon de se dire, comme on a un peu monté ça sans jamais penser finalement au lendemain, c'était encore une fois des opportunités, et aussi de toujours se dire est-ce qu'en fait on se sent d'y aller ou pas, est-ce qu'on a les épaules pour, et de se dire en fait si tu t'entoures des bonnes personnes, il n'y a pas de raison de pas y arriver. Voilà comment en fait ça a un peu commencé. En 2017, vous changez de nom pour La Belle Expérience. Alors j'imagine que ça a 2 sens, ce nom. Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Les noms c'est toujours un vrai sujet, mais ouais, La Belle Expérience, la belle parce que on est convaincu que pour nous on travaille au service des marques et que chaque endroit doit être unique. Donc en fait comme si pour chaque lieu on venait y apposer en fait un label de créativité, un label d'authenticité, un label parce qu'en fait je pense qu'on a une vraie façon même d'appréhender nos projets, d'écouter nos clients, et je pense que c'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui oui je pense qu'on a une méthodologie La Belle Expérience, mais on bosse
choses pour nos clients. Donc il y a un côté vraiment où chaque marque pour moi est vraiment unique parce qu'il y a un projet, un produit, une communauté. Donc voilà, et puis l'expérience parce que aujourd'hui en fait, et je pense que ça c'était comme dit il y a 9 ans, mais on était déjà convaincus qu'en fait aujourd'hui les gens, quand tu vas dans un magasin, que tu vas dans un resto, quand tu vas dans un hôtel, en fait tu veux vivre une expérience et du coup ça faisait beaucoup de sens d'appeler du coup notre boîte comme ça. C'était une évidence. Dans les gens qui vont regarder ou écouter ce podcast, ce qui est, je pense, assez intéressant, c'est que potentiellement ils ne connaissent pas la belle expérience, mais ils ont peut-être déjà vu ou ils sont peut-être déjà allés dans un lieu créé par la belle expérience. Dans les noms de marques, effectivement, je pense à Chanty Biscuit, effectivement à Balzac, à Cézanne. Enfin voilà, est-ce que tu peux me parler potentiellement de 2-3 projets que vous avez accompagnés et qui ont été marquants dans l'aventure? Alors j'imagine que sur les 150, ils ont tous été marquants. Est-ce que potentiellement tu peux m'en parler de 2 ou 3? C'est vrai qu'on nous demande vraiment souvent en fait le lien entre effectivement des marques comme tu parles de Cézanne, Balzac, Bonne Gueule, c'est du retail pur, que des marques en fait comme Stuart ou YouSign en fait qu'on a accompagné, qui sont des marques tech qui ont comme dit explosé pendant le Covid, qu'en fait un hôtel ou des concepts de maisons de campagne qu'on peut créer. En tout cas, je pense le lien dans tout ça, c'est les lieux et la puissance des lieux. Et je pense que toutes ces marques-là sont convaincues qu'il faut des lieux pour en fait exprimer du coup tout leur business. Donc non, des projets qui m'ont marqué, on a parlé de Mo, ça c'est clair, Mo, 7500 mètres carrés en Normandie, où pareil, on a débarqué dans un univers de dingue. Est-ce que tout ce que ça peut engendrer, parce qu'en fait, quand on fait appel à nous, effectivement, on crée du concept. On est une vraie équipe d'architectes d'intérieur, plus d'une vingtaine, mais on a un vrai rôle en fait dans toute l'élaboration du projet, donc dans le business plan, dans tout ce qui est marketing, business, programmation. Donc c'est là où on a vraiment commencé, je pense, Mo, à travailler. Comme je te disais, en fait, on y fait quoi dans ce lieu, c'est pour qui. On a toute une énorme approche aussi business et budgétaire. Donc là, moi, je suis rentrée dans un univers de marché public, marché privé, dans les fondations, dans les mécénats. Et je pense que c'est aussi... Moi, je pense qu'il m'anime au quotidien, c'est que on n'est pas là juste pour réaliser un lieu, mais en fait, on suit nos clients en fait sur toutes ces étapes en fait de création d'un lieu, parce que pour un lieu, il faut de l'argent, il faut des fonds, il faut des personnes qui croient en ton projet, il faut après des gens qui viennent utiliser en fait ton lieu. Donc, je pense que c'est vraiment aussi la force de notre équipe, c'est qu'on a vraiment des profils hybrides, parce qu'on a vraiment des clients hybrides. Donc, on a des markets, des business, des archis. On a intégré depuis aussi 4 ans un studio graphique, parce qu'en fait, un lieu, en fait, sans un branding, sans un logo, sans une identité forte, en fait, il n'existe pas non plus, que ça soit sur aussi son application dans le digital. Donc aujourd'hui, on a été convaincus avec Mo, j'en parle parce que pour moi, c'est le premier où en fait, on a vraiment eu un accompagnement global de son image de marque à son nom, jusqu'à en fait à sa signalétique, à sa programmation, son usage, à son concept, ses travaux, ce qu'on va y faire dedans, jusqu'à après, bien évidemment, tout le choix de mobilier, des partenaires. Donc pour moi, ça a été vraiment la première expérience où, et encore aujourd'hui, il y a encore des choses à faire dans le Mo. Donc c'est des lieux en fait où tu donnes corps et âme, quoi. Enfin aujourd'hui ça fait 6 ans que ça a ouvert et j'y étais encore je sais pas il y a un mois, parce qu'en fait il y a encore un changement en fait au niveau du restaurant. Enfin c'est des lieux en fait où qui évoluent à mort, qui évoluent même par rapport aux gens aussi qui vont après en fait diriger ce lieu. Et pour nous on a vraiment, je pense qu'on fait du bon travail, qu'en fait encore 6 ans après on a envie de nous rappeler pour nous dire en fait on a explosé dans l'événementiel, comment on remodifie cet espace au niveau je sais pas de la partie food. En fait, on s'est rendu compte que dans l'usage, les personnes qui utilisaient le lieu. Donc voilà, en fait, tu te remets tout le temps en question. Donc je pense que Mo, ça a été en fait comme dit, les tiers-lieux. Enfin, moi, des lieux dans lesquels je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est les lieux de demain où en fait, comme ResLab ici, enfin, c'est des lieux en fait qui ont à la fois un vrai impact parce que derrière ça, en fait, t'as un vrai accompagnement strat. ResLab, c'est le fonds d'investissement Raise avec School Lab, où avant d'être un lieu, en fait, il y a un vrai accompagnement des jeunes entreprises autour de l'entrepreneurial. Donc en fait, pour moi c'est des lieux magiques en fait quand tu veux créer en fait un concept, ou quand tu es une grande entreprise et qu'à un moment donné tu veux créer un nouveau concept. En fait, je pense qu'on a beaucoup de chance que ces lieux aujourd'hui existent. Donc voilà, il y a eu Mo, il y a eu ResLab, il y a eu le connecteur aussi à Biarritz.
Pareil, un lieu de quasi 10 000 mètres carrés où à Côte Basque, alors moi en plus venant de Bordeaux, Biarritz, c'était juste génial de travailler sur un lieu qui allait avoir un vrai impact en fait au niveau du Pays Basque. Donc pareil, c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. T'as des bureaux, t'as une salle de sport, t'avais même un resto gastronomique, un café coworking. Donc ça te permet en fait de travailler sur plein d'usages, d'acquérir beaucoup d'expertise. Donc ouais, c'est des lieux qui m'ont énormément marqué. Et après des projets. Au-delà des projets, je pense que c'est, tu parlais de Chrysoline, des gens comme ça, des entrepreneurs. Je parle aussi je pense à Bonne Gueule, à Chanty. Enfin, c'est des gens qui ont une conviction dans ce qu'ils font, que je pense qui est génial. Et en fait, quel que soit le projet, que ça soit, tu vas Chrysoline des bureaux, de sa boutique, que ça soit en fait Chanty Biscuits qui à chaque fois en fait, alors que d'une certaine manière, elle vend des biscuits et des sucettes, mais c'est juste génial quand elle t'appelle, elle te disait en fait, je sais pas quoi, c'est Noël. Je veux un lieu, mais en fait, je veux pas juste un lieu où vient juste acheter en fait mes biscuits et mes sucettes, mais je veux un lieu où en fait qui déchire parce qu'en fait, je veux créer un lieu immersif, un lieu qui me ressemble, et en fait, je veux aussi m'éclater dans ce que je fais. Et en fait, Label, c'est ça, c'est des projets qui te marquent, mais aussi des rencontres avec du coup des gens qui portent en fait des projets de dingue. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de chance. Forcément, on a grandi, on a un peu changé de dimension, et aujourd'hui, on accompagne beaucoup de fonds d'investissement. Aujourd'hui, dans des nouveaux projets que je trouve top, où on arrive à un stade où en fait on a des clients derrière nous qui viennent nous voir en nous disant aujourd'hui j'ai un concept autour du vin. Et il y a tout à faire dedans. En fait, c'est quoi le lieu du vin de demain à Paris, c'est quoi le Euro Disney, le Disneyland du vin, et en fait, qu'est-ce qui va se passer dans le lieu. Et je pense qu'on a vraiment les équipes aujourd'hui pour accompagner ce type de projet avec comme on dit, travailler, comme je te disais, sur tous les aspects d'un projet. Et c'est des projets hyper enrichissants. Et quand tu finis, en fait, toutes les équipes, on a l'impression d'avoir vraiment pris part en fait de ce projet. Et surtout, on y croit autant que je pense que les fondateurs derrière ça, et je pense que c'est ça qui est magique en fait au quotidien dans notre métier. Ouais, vous travaillez aussi bien sur le avant, le pendant et l'après finalement. Exactement. comme tu me l'as raconté. C'est quoi justement un peu le processus créatif d'un projet? Alors j'imagine que ça change à chaque fois, mais alors tu m'as dit que vous étiez une trentaine aujourd'hui dans l'équipe. Ouais, on est un peu plus, on en est bientôt 40. Bientôt 40. Comment est-ce que se passe la répartition des rôles et c'est quoi? Parce que l'architecture, ça demande beaucoup de créativité, mais beaucoup de rigueur. Ouais, exactement. Donc, comment est-ce que tout ça fonctionne et c'est quoi votre process à partir du moment où quelqu'un vous contacte? Comment ça se passe? En fait, je pense la force, comme je disais, de Label Expérience, c'est vraiment nos équipes hybrides. C'est-à-dire qu'ils travaillent en équipe, parce que on a toujours été convaincus avec Audrey que en fait, si tu mets des personnes qui se challengent en fait autour d'une table, en fait, ça va permettre, comme je dis, de pas faire qu'un lieu qui est beau, mais un lieu fonctionnel. Et surtout, en fait, on a toute une façon d'appréhender les projets qui sont différentes. Donc, méthodologie, c'est assez simple. En fait, ça dépend aussi quand même l'étape de nos marques, parce que quand tu as une marque qui n'a pas son nom, qui en fait a une idée hyper forte et une conviction, donc on a d'abord en fait toute l'équipe, on va dire qu'on appelle vraiment market, qui vont travailler en fait les valeurs, les piliers, la plateforme de marque. En fait, comment en fait tu te différencies de tes concurrents, pourquoi tu vas utiliser tel ou tel nom, donc quelle en fait va être comme je dis, ta plateforme de marque, comment tu vas te positionner aujourd'hui sur un marché. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de concurrence en fait dans tout ce que tu fais. Donc ça, c'est vraiment la première approche de notre projet. On travaille des questionnaires de marque pour qu'aussi en fait essayer de faire sortir en fait soit aux entrepreneurs, soit aux marques avec qui on travaille, le pourquoi en fait de leur projet, quoi. Pourquoi ils veulent faire ça, qui va du coup être les utilisateurs, ta cible, c'est quoi ton offre. Donc ça, c'est hyper important d'avoir d'abord une approche très business avant en fait d'imaginer n'importe quel type de concept. C'est d'ailleurs marrant, on me demande souvent vous pouvez pas nous sortir je sais pas rapidement un concept. Je dis mais en fait ça marche pas comme ça. Et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, effectivement, derrière ça, on se rend compte qu'il y a des enjeux énormes, qu'en fait, justement, on a des gens qui ont énormément de choses à raconter dans leur business. Et notre force, je pense, c'est de prendre le temps, en fait, même si on sort des concepts en 3-4 mois, ce qui est quand même assez intense à chaque fois. Donc, on a cette première approche, du coup, très business et market. Ensuite, en fait, main dans la main, en fait, on travaille, du coup, ce concept
marketing et architectural. Donc c'est-à-dire voilà, c'est quoi la colorimétrie, c'est quoi le storytelling. En fait, tu vas y raconter quoi dans ton lieu. En fait, effectivement, tu vends du prêt-à-porter homme, mais en fait, c'est quoi derrière je sais pas, tes vêtements, ils sont fabriqués comment? C'est quoi les matières? C'est quoi, je sais pas, ce que tu veux pourquoi tu veux que les gens déjà portent en fait ta marque. Donc je pense que c'est hyper important pour nous aider dans le concept architectural qui va déterminer tout le processus de création. En parallèle, on a nos équipes aussi de DA et de graphistes qui vont du coup travailler la signalétique et également tout ce qui va permettre de rendre ta marque bavarde dans un lieu. Donc c'est-à-dire c'est quoi tes engagements, qu'est-ce que tu as envie de montrer, jusqu'à finalement le détail d'une étiquette produit. En fait, tu vas retranscrire quoi en fait jusqu'à dans ce détail-là. Donc on est très, je veux dire, macro au début pour en fait après être vraiment dans du détail. Donc c'est un peu comme ça le processus. C'est à côté de ça en parallèle, parce que du coup on a souvent des timings, on va dire méga challenging. Donc on a un vrai réseau du coup de partenaires avec du coup des personnes en interne qui s'occupent de challenger nos partenaires sur tous les lots qu'on peut sur lesquels on peut être interrogé. Donc que ça soit les lots sur l'architecture, les travaux, le mobilier, l'agencement, la signalétique. Donc ça fait qu'on a en parallèle de tout ce processus créatif des équipes, on va dire très concrètes et très pragmatiques pour s'assurer qu'en fait après t'as un budget, t'as un timing et qu'en gros en fait tu rends un projet à l'heure et qui fait que tout est cohérent et qu'en fait on a le cahier des charges soit rempli en fait par nos clients. En fait, ces 150 projets que vous avez accompagnés, c'est un peu des projets entrepreneuriaux. Ah, mais à fond. Parce qu'on démarre sur le pourquoi on le fait, exactement. etc. Donc, vous êtes une quarantaine d'entrepreneurs, en fait. C'est la belle expérience. Ouais, de talents et d'entrepreneurs, ça, c'est clair. Aujourd'hui, du coup, comme je le disais, vous êtes une quarantaine, plus de 150 clients, une quarantaine de projets en cours aussi. Ouais. Plus de 90 000 mètres carrés imaginés, ce qui est assez costaud. Alors, c'est quoi un peu les objectifs futurs pour la belle expérience? Objectifs futurs, j'ai plein d'idées de développement. Ça s'arrête jamais. Non, objectif futur, c'est de continuer à grandir, mais sereinement. Je pense qu'effectivement, quand tu commences par des pop-up, tu passes à des boutiques, des bureaux, des tiers-lieux. Aujourd'hui, on a des nouvelles verticales qui se créent. On a un pôle innovation qu'on a développé parce qu'en fait, on a des projets aujourd'hui où, par rapport en fait à des comportements, à des, comme dit, une crise comme le Covid, en fait, ça a énormément d'impact. Donc, je pense que nous, le développement, c'est surtout s'assurer qu'en fait, on est au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, ça demande quand même beaucoup de veille sur, même si ce qui se passe dans d'autres pays, beaucoup de veille aussi sur se remettre toujours en question sur notre façon d'accompagner au mieux nos clients. On est en train de développer, mais à fond, notre studio graphique, parce qu'en fait, de la même manière, on était convaincu aujourd'hui de l'expérience en fait dans un lieu. Aujourd'hui, tu peux pas créer un hôtel et en fait avoir une expérience digitale qui ne correspond pas en fait au même niveau, à la même ambition en fait que ton lieu. Donc aujourd'hui, on propose vraiment une nouvelle offre vraiment pour nos clients où à la fois de ton nom, ton naming, ton branding, on a de plus en plus du coup de demandes sur toute la partie digitale, sur la partie réseaux sociaux. C'est quoi le ton également que tu vas prendre, comment tu vas du coup parler à tes clients. Donc je pense que ça c'est un énorme enjeu pour nous, mais qui est totalement en lien avec ce qu'on fait depuis le début. Bien évidemment, on a vraiment un vrai enjeu d'être une marque à impact. On travaille avec des partenaires locaux, on travaille avec une vraie envie de créer aussi des lieux responsables et durables. Et je pense que ça, c'est de toute façon aujourd'hui, c'est même pas un objectif. Il faut qu'on se doit en fait en créant des lieux de demain d'avoir du coup en tête dès qu'on crée en fait quelque chose d'aller en fait dans ce sens-là. Donc toute la partie RSE, c'est un vrai enjeu en tout cas dans la boîte. On a aussi la chance en fait d'avoir certains projets aussi qui sortent du lot, des projets vraiment je veux dire un peu des projets d'exception où on a une chance énorme en fait d'aller d'être appelé pour faire ce type de projet là. Donc on a l'envie de créer une marque dédiée, du coup une marque de luxe dédiée à ces lieux d'exception. Bref, on a plein d'envies, plein de développements pour 2023, l'achat aussi de bureaux. Je pense qu'aujourd'hui en fait on a envie d'avoir notre propre lieu, un lieu également événementiel, un lieu où on peut recevoir nos partenaires, nos clients. Voilà, donc en gros beaucoup d'envie et comme je te dis, après tout ce qu'on a traversé, l'envie en tout cas de pas s'arrêter, et je pense qu'on a encore moins de limites qu'avant.
Ok, super. On va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure avec deux petites questions. Quel a été le moment le plus marquant positivement pour toi de ces dernières années, de ces 8 ans finalement d'aventure? Positif, je pense, aussi positif, ou je pense peut-être ma plus grande fierté. Je pense que je peux tourner comme ça. C'est finalement d'une idée de se dire que tu montes un projet à deux, te dire que quand tu regardes derrière, après bientôt 9 ans, t'as une équipe de dingue à tes côtés. Je pense que sincèrement, on le dit souvent, je pense que tu peux avoir une super idée, mais si t'as pas en fait les équipes en fait pour la mettre en place, je sais pas comment t'y arrives. Donc de manière positive, je me rends compte il y a beaucoup de gens qui sont là depuis le début chez nous. Je pense qu'on a 3 personnes qui sont parties en 9 ans. Donc en fait, c'est aussi un vrai signe de confiance. Le côté le plus positif, c'est de dire que tu te lèves le matin, tu es content de ce que tu fais parce que tu es dans un métier qui te plaît, mais que tu te lèves le matin pour retrouver des gens qui t'impressionnent et qu'en fait qui te font grandir, et qu'aujourd'hui on a créé une vraie famille, quoi. Donc je pense que le côté positif pour moi, il est vraiment dans le côté humain. Après tout ce qu'en plus on a traversé, tu te dis que c'est incroyable. En fait, c'est ça la force d'une boîte. Ma question d'après, mais tu as déjà répondu, c'était de quoi es-tu la plus fière, mais du coup tu as très bien répondu. On passe maintenant à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat. Et la première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? Une rencontre qui a marqué mon aventure. Je sais que des rencontres... Ouais, j'en ai beaucoup. Non, peut-être des personnes qui m'ont inspirée. Alors peut-être des gens que j'ai pas non plus rencontrés d'ailleurs, mais je pense à Isley Crawford. Je pense que c'est une designer suédoise qui a monté une énorme agence à Londres. Et je pense que c'est quelqu'un qui, au-delà d'avoir des projets de dingue, autant pour des marques de luxe que pour un géant comme Ikea, je pense qu'elle a une vraie philosophie au niveau de l'architecture qui me touche énormément, où elle est persuadée. Je pense que le comportement des gens, que ça soit dans un lieu, que la façon dont tu t'assois sur un tabouret ou sur un fauteuil, a énormément d'impact dans ce que tu crées au quotidien. Après, elle a un CV impressionnant. Elle a créé Elle Déco en UK, mais je pense que d'avoir en fait des personnes qui ont des vraies philosophies de vie dans un métier aujourd'hui où en fait des fois on a juste l'impression qu'en fait on fait du beau, mais en fait derrière ça il y a un vrai impact dans les usages, dans des comportements en fait comme je disais de vie. C'est quelqu'un qui m'a, je pense, beaucoup inspiré, Isley Crawford. Après des rencontres, peut-être encore des femmes, mais je pense que quand tu montes une boîte assez jeune, on parlait de Chrysolide, mais je pense aussi à Charlotte Cadet, au-delà que ce soit du coup une entreprise créée par des Bordelais, c'est des boîtes où je me dis Charlotte, elle a créé Celency, du coup une boîte qui vend du mobilier de seconde main. En fait, c'était il y a 10 ans, et aujourd'hui on voit qu'en fait toutes les entreprises, que ce soit même aujourd'hui Monoprix, les grosses enseignes, en fait tout le monde travaille sur du seconde main, et elle finalement il y a 10 ans de ça, elle avait déjà cette conviction. Donc je trouve ça vraiment impressionnant, et je trouve que pareil, quand t'as quelqu'un qui pour la connaître en fait crée en fait une entreprise en étant aussi persuadé, en tenant aussi fort en fait sa vision et l'ambition de sa boîte, en même temps c'est ses convictions personnelles, je trouve que c'est exceptionnel. Et je pense que ça m'a marqué. Et après rencontre, je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais je peux pas parler d'Audrey, rencontre qui, au-delà d'une personne solaire en tant qu'amie, où je pense que j'étais toujours hyper admirative de tout ce qu'elle pouvait entreprendre. Elle a eu 500 000 vies pendant jusqu'à ses 35 ans. Je pense qu'aujourd'hui, je me rends compte de l'impact d'une rencontre comme ça qu'elle a eu, en tout cas sur moi, au niveau de l'entrepreneurial, au niveau de je sais pas, de ses convictions, au niveau même des RH, au niveau de comment amener en fait une boîte avec beaucoup d'humains. Ça a eu un impact énorme en fait, cette rencontre, dans ma vision en tout cas sur le business, ma vision
discussions sur, on nous a toujours demandé, mais comment vous arrivez à créer une boîte en étant autant amis, quoi. Et en fait, se dire que non, c'est possible et que, en fait, que je pense que pour moi, c'est la suite logique d'une aventure. Tu crées ça à plusieurs, en équipe et avec des gens qui t'inspirent. Et ouais, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir créé La Belle Expérience avec Audrey. Et aujourd'hui, ouais, j'ai envie de continuer à fond parce que elle m'a vachement appris. Et puis, mais moi, je pense dans les deux sens, hein, mais je pense que c'est dingue quand t'arrives à le faire avec des gens que t'aimes, que t'apprécies. Voilà. Peut-être, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Tu as très bien répondu, et en complément de ça, il y a un épisode incroyable qui est sorti fin 2022 sur Génération Do It Yourself, avec son mari, qui raconte de manière... la personne incroyable que c'était sans l'avoir connue. Et du coup, on mettra le lien aussi en description pour avoir justement cette vision-là. Et je pense que c'est important. Effectivement, je pense que ça motive encore plus à continuer cette aventure. C'est quoi le plus important selon toi dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'entreprendre? C'est pas inné, hein. Je pense que ça se travaille au quotidien. Je pense qu'en tout cas, c'est hyper important de se dire que d'être hyper positif dans l'entrepreneuriat, et c'est pas un échappatoire au salarial. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, il faut oser, hein. Je pense qu'il faut oser aller au-delà de ses limites, aussi pas beaucoup dormir et des fois d'avoir peur du lendemain. Non, dans l'entrepreneuriat, je pense que pour moi, les choses hyper importantes, c'est, je pense que je l'ai assez dit, mais c'est savoir s'entourer des bonnes personnes, hein, qu'on aime, qu'on apprécie, parce que je pense que la confiance dans tout ça, elle est clé quand on entreprend. C'est toujours se dire qu'est-ce que je peux faire de différent, comment je peux être plus innovant, comment je peux me surpasser et me dépasser. Oser aussi peut-être contacter des personnes incroyables qui peuvent avoir un impact en fait dans son business, hein. Je pense à mon diplôme. J'avais fait un diplôme sur Thierry Marx, qui est un grand chef étoilé, et je m'étais dit, je lui avais fait une malle pour sa cuisine moléculaire, et je m'entends, j'étais comme une dingue, où j'avais réussi à avoir son portable, il m'avait répondu, et c'était de la folie, et je me disais, mais en fait, j'ai osé le contacter, et en fait, aujourd'hui, ça m'a énormément aidé, parce que je me suis dit qu'en fait, après avoir eu accès à Thierry Marx, et être rentrée chez Louis Vuitton, en fait, si t'oses, et en fait, si tu le fais avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur derrière, en fait, les gens sont là et disponibles, et ça amène, je pense, beaucoup de je sais pas comment dire, mais de gratitude. Ouais, de gratitude dans tout ce que tu fais. Et encore plus aujourd'hui où on est à finalement un mail, un message, et potentiellement une rencontre incroyable qui va peut-être changer notre vie à jamais, tu vois. Ouais, exactement. Pour continuer dans cette partie, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Est-ce qu'il y en a un potentiellement, ou est-ce que... Non, on m'a pas pire conseil qu'on m'a donné. On peut la sauter cette question si tu veux. Ouais, non, pire conseil, non, c'est pas ça, non. Je pense que les gens sont quand même assez bienveillants quand tu essayes de tout concilier, vie pro, vie perso. Non, on m'a pas donné de mauvais conseils. C'était justement la dernière question de cette partie avant de passer à la dernière partie. C'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso? Est-ce que pour toi il y a une différence entre justement le pro et le perso? C'est une question très difficile quand tu es une maman entrepreneur, 2 enfants qui sont très jeunes. Non, je pense que c'est comme tout. De toute façon, notre problème, c'est que quand tu es passionné, tu s'arrêtes jamais. Enfin, et je pense que c'est parfois pas évident pour notre entourage, hein, ça c'est clair. Mais du coup, il faut trouver les bonnes personnes qui sont convaincues qui te poussent aussi. Hein. Moi, mon mari, je pense qu'il m'inspire beaucoup. Il travaille pour les JO, donc rien à voir. Mais en fait, il a mis une conviction dans tout ce qu'il fait. Je veux dire, c'était son dream job. Aujourd'hui, ça va faire 9 ans. Mais finalement, comme La Belle Expérience, donc on s'est rencontrés au moment donné où en fait, lui allait rentrer dans l'entreprise de ses rêves pour porter un projet sociétal de dingue. Moi, je me lançais dans l'entrepreneuriat, et je pense que quand on est à 500% comme ça, je pense qu'il faut qu'on soit en tout cas entouré de
gens qui croient en toi, qui comprennent que tu passes beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends. Et je pense qu'après, tu arrives un peu à un moment donné à une maturité où tu te dis juste, c'est bien, mais il y a aussi des choses aussi hyper importantes comme ton perso, ta famille. Et je pense que pour moi, je pense que ça, c'est un vrai challenge de trouver mon équilibre pour en fait parfois souffler, pour justement, je pense, même revenir en fait encore plus reposé. Et ouais, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et après, franchement, j'en suis hyper consciente. Je travaille dessus. Et encore une fois, plus tu grandis, et je pense que c'est ça aussi la force de grandir dans une entreprise, c'est de te permettre aussi de pouvoir intégrer dans ton équipe en fait des gens qui vont amener plus de sérénité dans ton quotidien. Et je pense que j'en suis exactement à ce stade-là dans la boîte. J'ai aujourd'hui un chief of staff qui arrive. Donc non, c'est tout ça, c'est des tournants assez importants dans ta boîte, et c'est encore une fois comment tu apprends à déléguer, comment tu apprends parfois aussi à aller de faire encore plus confiance quand c'est ton bébé que tu as créé ça, c'est parfois pas évident, mais je pense qu'à un moment donné tu en as besoin, et en plus j'ai tellement 500 000 idées de développement de la boîte qu'il y a certains sujets où il faut que je sorte pour en fait me dire qu'aujourd'hui je pense assez bien me connaître, et aussi te dire toujours elle est où ma valeur ajoutée, où est-ce qu'en fait je suis le plus efficace, ou du coup là où est-ce qu'on m'attend, et aussi là où en fait où c'est aussi important, j'ai passé l'année 35 ans, je suis maintenant où j'ai aussi envie de consacrer du temps à ma famille, parce que avec d'autant plus ce qui m'est arrivé, c'est hyper important. C'est un chemin de vie. Ouais, exactement. On passe à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions rapides. À chaque fois, évidemment, tu as le temps d'y répondre. Okay. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Oh, j'appelle mes amis. Non, petit coup de fil. Pour aller mieux, alors je prends pas beaucoup de temps pour moi. Donc non, ce qui fait que je vais mieux, c'est quand j'ai justement des bons conseils, et que j'ai des gens toujours hyper bienveillants qui sont là pour m'écouter et pour me donner les bons conseils. Je pense que c'est ça ma force pour aller mieux. C'est quoi ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, mon plus grand rêve. C'est j'ai pas 500 000 rêves. Non, c'est non, j'aimerais retourner en arrière, parce que on a vécu des trucs dramatiques. Mon rêve, ça serait de pouvoir avoir une machine pour remonter le temps, et de profiter encore plus de tous les petits moments qui étaient peut-être très simples mais hyper précieux. Peut-être que c'est ça mon rêve, en moment. Et c'est quoi ta plus grande peur ? Ma plus grande peur, je l'ai vécu. Non, ma plus grande peur, c'est plus tu grandis, plus en fait les gens qui t'entourent sont super précieux. Donc peut-être ma plus grande peur, c'est comme tu dis, c'est un chemin de vie. C'est de perdre des gens qui sont hyper proches et hyper importants dans ton équilibre, dans ton quotidien. C'est peut-être ça. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Un livre à te conseiller. Un livre qui m'a pas mal marqué par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est En avant tout de Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook. Alors c'est encore un livre autour des femmes, mais bon, je suis une femme entrepreneur. Vas-y. Je pense que c'était un livre totem de mon associé Audrey, et un livre, je pense, exceptionnel pour avoir plein de petites anecdotes de justement quelqu'un qui a pourtant qui aujourd'hui a une énorme puissance au niveau, une vraie figure féminine au niveau des États-Unis, et qui pour autant avec beaucoup de simplicité en fait t'explique comment dans une entreprise comme Facebook en fait elle a pu concilier vie pro vie perso, et c'est un livre hyper positif aussi. J'ai adoré ce livre, et je pense que toutes les femmes devraient le lire. Bon, on le mettra en note sur l'épisode, et je me le note pour l'acheter et le lire. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Film, alors j'aimerais aller plus au cinéma, parce qu'avec tout ce que je dis entre enfant, boîte et tout compliqué. Un film, peut-être un vieux film, Le Chant du loup. Je sais pas, je pense à ça. Chant du loup, parce que je pense qu'il m'avait marqué ce film. Déjà pendant, 2h30, t'es à l'intérieur d'un sous-marin, tu déconnectes total, et je pense que pour moi c'est ça la force du cinéma, c'est à un moment donné, déconnecter total. Je pense à un film, mais qui m'a transporté. Aussi pour plusieurs raisons, je pense.
on parlait beaucoup du physique, de l'humain. Je pense que tu veux dire qu'en fait, on pouvait dépenser des milliards pour en fait des sous-marins, des bombes nucléaires, et en fait que derrière ça, en fait, tu fais confiance à qu'un seul homme derrière ça qui avait l'oreille absolue. J'ai adoré. Et le côté aussi talent, hein. Enfin, je veux dire, tu peux avoir l'oreille absolue, mais en fait, si tu le taffes pas, si tu le travailles pas, c'est comme être entrepreneur, quoi. On en parlait, hein, mais à un moment donné, en fait, le talent, ça suffit pas. Ouais, j'ai adoré ce type de film qui, je sais pas, pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Et en sortant de là, je trouve que moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. On le mettra en note également. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée? Question, non, peut-être un projet. On parle beaucoup de la belle expérience, et là depuis quasi un an, je me suis un autre projet en parallèle, qui est un projet qui s'appelle Off le club. Donc comme le nom l'indique, Off, hein, c'est un club de maisons exceptionnelles qu'on va du coup proposer à la location pour on va dire des hédonistes discrets. Enfin, des gens, en fait, ça va être des lieux à 1 heure de Paris, chargés en histoire, où on va proposer des expériences sur mesure de dingue. Incroyable. Pour des gens qui ont déjà besoin de déconnecter, mais qui ont besoin aussi de se retrouver. Donc c'est un projet qui pour moi a beaucoup de sens, parce que je pense que c'est aussi un vrai sujet de slow life, à un moment donné de pouvoir prendre le temps avec les semaines qu'on a, d'avoir du coup de créer des liens en famille, en entreprise. Je me suis associée avec 2 personnes, François et Bastien, sur ce projet-là. Donc là, on est aussi à fond là-dedans, et pour moi, c'est un peu aussi le résultat de tout ce que j'ai fait chez La Belle Expérience. Voilà, encore un projet où je suis convaincue de la puissance de certains lieux pour se retrouver, et avec une chance exceptionnelle. D'où aussi la marque qu'on va vouloir lancer, de projets d'exception, de travailler dans des lieux juste magiques. Enfin, là, on a une commanderie à 1 heure de Paris, avec du coup une chapelle du XIIe siècle. Enfin, c'est des lieux en fait où tu t'arrives dans ce type de lieu et t'as une émotion qui est juste incroyable. Et je pense que de donner accès à des lieux d'exception pour juste se ressourcer, s'inspirer, c'est assez incroyable. Donc, je suis hyper heureuse de participer à cette nouvelle aventure aussi entrepreneuriale. Ok, super info. Ouais. D'où l'intérêt de cette question. Exactement. Super. On suivra tout ça. Il me reste 2 petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour de futurs épisodes? Ouais, beaucoup. Peut-être pas, du coup, je vais essayer de pas proposer une femme, j'ai trop parlé de femmes. Ah non, mais vas-y, moi je suis preneur, franchement. Non, peut-être quelqu'un qui, au-delà de ce qu'il fait, m'a beaucoup aidé ces dernières années. Je pense à Julien Diard, qui a créé Moore. Moore, c'est une boîte du coup de un fabricant et distributeur de mobilier. Mais au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui, alors pareil, a 500 000 idées à la seconde, et qui est convaincu en fait de toute l'éco-conception des mobiliers. Je pense qu'aujourd'hui, il investit dans énormément de boîtes à impact, donc c'est-à-dire des boîtes qui vont fabriquer avec du coup du recyclage de déchets, avec du coup ils vont retravailler sur Ostrea, qui est une boîte aussi qui va travailler sur du mobilier en reprenant des coquilles d'huîtres. Enfin, c'est assez exceptionnel d'entendre tout ça. Il a plein d'idées de développement du coup de son entreprise pour en faire vraiment une boîte vraiment comme on dit responsable et durable, et je trouve que c'est assez passionnant. Donc en termes de business, c'est quelqu'un en tout cas qui m'inspire beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'il s'arrêtera jamais. Au-delà de ça, encore une fois côté humain, mais c'est quelqu'un qui a su à un moment donné aussi un peu s'arrêter, et il est parti faire le tour du monde avec sa femme et ses 2 filles, alors qu'en fait je pense que lâcher sa boîte pendant 6 mois en se donnant aussi pareil un challenge, de se dire que je pense que c'est passionnant d'entendre un entrepreneur se dire que il avait du coup nommé une DG qui avait 1 heure chaque semaine pour lui expliquer en fait toutes les problématiques qu'une boîte pouvait arriver. Je me suis dit que moi ça m'impressionne. Donc au-delà de ça, je trouve qu'encore une fois c'est toujours l'équilibre entre un business
business avec vraiment une vraie conviction. En même temps, du coup, trouver un équilibre entre pro et perso, et avoir aussi quelqu'un qui a été une rencontre exceptionnelle pour moi parce qu'un énorme soutien, que ça soit dans mon BP, dans ma croissance, un soutien humain, alors qu'en fait c'est quelqu'un que j'ai rencontré, juste un partenaire sur un projet. Et je pense que c'est la force de l'entrepreneuriat, de rencontre et des gens que tu crois sur ton chemin. Donc ouais, Julien, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter, ouais, c'est clair. Ok, bah écoute, super Rocco, je me note tout ça. Dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? C'est un entrepreneur, hein, c'est quelqu'un qui ose, je pense, qui, on l'a dit, hein, mais qui sait s'entourer des bonnes personnes pour créer des business et en fait sentir aussi qu'on veut faire avancer en fait des verticales sur certaines problématiques. Alors je sais pas comment y répondre, mais moi j'en suis sûre que si Label ça n'existait pas, donc peut-être j'en suis sûre que j'aurais 10 000 aventures entrepreneuriales avec toujours la même conviction de s'entourer des bonnes personnes avec l'humain, avec du coup des gens qui partagent les mêmes valeurs. Il y aurait forcément du design, je pense, dans moi, ce que je fais. Donc, c'est-à-dire toujours, en fait, essayer de trouver aussi sa voie. Je pense que c'est hyper important. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance d'entreprendre depuis le début dans un domaine d'intervention qui a été une révélation pendant mes études. Donc, je pense que ça aussi, pouvoir se dire que, en fait, dans chaque domaine, en fait, il y a de l'entrepreneuriat dedans. Je pense après le plus, je parlais de Julien Diard, je parlais de Charlotte, de Chrysoline, mais se dire que quand on est entrepreneur, on le fait, je pense, pour innover, on le fait pour, en fait, faire différemment, dans le but, en fait, de créer des nouveaux concepts et avoir de laisser un peu sa trace et son empreinte. Ce seront les mots de la fin. Ouais. Merci beaucoup Sophie pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. Ouais. Et j'espère que toi qui nous as regardé ou écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous les liens en description. Et voilà, on te souhaite un maximum de bonheur pour la suite de cette aventure. Et on suivra tout ça, que ce soit la belle expérience ou ton nouveau projet. Off. Exactement, off. On suivra tout ça avec grande attention. Merci beaucoup pour ce beau moment. Merci. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Serial Entrepreneur, de laisser votre plus beau like et votre meilleur commentaire. Et si vous souhaitez vous lancer dans le podcast vidéo, n'hésitez pas à nous contacter sur têtedetique.com, on mettra le lien en description. Salut!